Vous écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Saison 4. Des parcours d'auteurs et autrices et des conseils de libraires. Réalisé par Laurence Bellon avec le concours des libraires de Dialogue. Le podcast qui donne envie de lire. Lire, c'est voyager. Voyager, c'est lire. Comme l'écrit Victor Hugo dans Choses vues. Et en effet, quel plus grand dépaysement que celui que nous procure la littérature, en nous faisant entrer dans l'intimité et embrasser des destins de personnages parfois si différents de nous. Le livre est aussi un formidable outil de découverte d'autres cultures et d'autres paysages, et c'est exactement ce que nous vous proposons dans cet épisode. 7 conseils de lecture, coup de cœur des libraires de Dialogue, qui vous mèneront chacun dans une partie du monde différente et vous feront voyager depuis chez vous ou accompagneront vos pérégrinations estivales. C'est parti ? Et pour commencer, Anaïk nous embarque en Australie, puis en Namibie, avec 2 polars immersifs. Avec Jane Harper, direction l'Australie, pour Les Oubliés de Maralé, qui est en livre de poche. Ce que j'aime particulièrement chez Jane Harper, c'est sa finesse d'écriture et le dépaysement qu'elle crée chez le lecteur. On la connaît pour Canicule, Les Survivants. C'est une autrice qui immerge son lecteur profondément avec des personnages fouillés. Et dans cette intrigue qui se passe lors d'un festival, d'une fête traditionnelle viticole, on retrouve un bébé dans un landau et aucune trace de sa maman. Nous avons le personnage de l'inspecteur Aaron Falk, que l'on connaît déjà depuis Canicule, qui revient 1 an plus tard sur les lieux de la disparition, parce qu'il est résolu à expliquer, et peut-être à retrouver même la maman du bébé. Entre-temps, on a conclu à un suicide. Petit à petit, le doute s'installe en Aaron, qui se dit « mais est-ce que vraiment elle était là ce week-end-là ?» On peut faire confiance à Jane Harper pour créer des pistes et pour faire du lecteur un témoin de chaque scène jusqu'à la résolution finale. J'aimerais aussi vous parler d'un roman que j'ai vraiment adoré. C'est Okavango de Caril Ferret. Cette fois-ci, direction la Namibie, dans une réserve tenue par un homme mystérieux qui défend justement les espèces menacées. Un matin, le corps d'un braconnier est retrouvé à cet endroit. Une ranger se rend sur les lieux, Solana Betwazé. De suite, elle suspecte John Latham, l'énigmatique propriétaire de la réserve. Toutefois, elle est quand même un peu attirée par cet homme, donc ça va lui compliquer l'enquête, d'autant plus que son mari est ranger également et très jaloux. On peut faire confiance à Caril Ferret dans Okavango pour immerger son lecteur, le faire pénétrer dans les réserves, dormir avec les animaux, suivre les braconniers, l'aventure est garantie. Cap sur la Méditerranée à présent. Rosen nous propose de plonger dans un roman catalan, puis Laure nous invite à découvrir les paysages de la Sardaigne à travers un récit qui est un véritable hommage à la littérature. J'ai choisi un roman qui nous fait voyager en Catalogne dans les années 20. Les éditions Zulma ont traduit pour la première fois un texte de Mercè Rodoreda, Le jardin sur la mer. Mercè Rodoreda, elle est née en 1908 et elle est décédée en 1983. Et Un jardin sur la mer a été écrit dans les années 60. C'est un roman contemplatif au charme suranné. On sent malgré tout une tension narrative. On est à côté de Barcelone, dans une villa somptueuse. On a une vue sur la Méditerranée et un jardinier qui vit là à l'année et qui a vu défiler les différents propriétaires. Et il se rappelle en particulier d'un jeune couple très riche, du faste des fêtes, les événements de la villa.
et aussi de l'arrivée de Bellum, un nouveau riche qui a fait fortune en Amérique après un passé sombre. C'est un roman vraiment au fil du jardin, des souvenirs du jardinier. Et le jardinier qui est aussi l'oreille attentive qu'on vient voir, que la cuisinière vient voir, que les femmes de ménage viennent voir. Donc c'est aussi à travers ces souvenirs qu'on a les ragots et les histoires de la villa, les fastes des invités des propriétaires. On a des peintres, des chasseurs de tigres, des modistes. Donc un roman à la fois apaisant et en même temps avec une tension où on voit que le monde cossu de cette riche famille se délite peu à peu, où chacun a son passé, ses histoires, ses secrets. Et comme dit le jardinier au début du roman, pas besoin d'aller voir des films à l'Excelsior, les étés où ils venaient avec leurs amis. Milena Agus est une formidable auteure sarde, découverte en 2007 avec le roman Mal de pierre, qui a d'ailleurs été adapté au cinéma par Nicole Garcia en 2016. Les histoires de Milena Agus se situent toujours en Sardaigne. C'est donc un véritable dépaysement que d'ouvrir un livre de cette romancière et de retrouver l'île, roman après roman, alors tous savoureux, traversés par des personnages charismatiques, hauts en couleur, souvent rêveurs, et dont les destins nous sont contés avec beaucoup de talent. En effet, la langue singulière de Milena Agus est solaire et rocailleuse, comme son pays, l'envoûtante Sardaigne. Dans son dernier roman, Le vent passe et la nuit aussi, nous suivons Cosima, une lycéenne issue d'un milieu pauvre et qui enjolive son quotidien en le littératurant. C'est-à-dire qu'elle projette sans cesse sur sa vie et son entourage le fruit de ses lectures qui nourrit ses pensées et ses rêveries. Elle s'inspire de ses personnages préférés, de leurs réflexions autant que de leurs actions, pour mener sa vie comme elle l'entend et étoffer sa propre vision du monde. En littératurant ainsi la vie, celle-ci semble plus douce et le bonheur plus accessible. Dans son malheur, Cosima parvient à sourire. Elle accepte plus volontiers la pauvreté, à l'inverse de sa mère, devenue une femme amère. Elle expérimente l'amour de façon plus libre et sensuelle. Elle s'émerveille face à la beauté des paysages sardes, tandis que les villages sont désertés pour la ville. À travers le personnage de Cosima, dont le prénom est le titre du premier roman d'une grande auteure sarde, prix Nobel en 1926, Grazia Deledda, Milena Agus rend hommage à la littérature et au bien-être qu'elle procure. En parsemant ainsi le texte de référence littéraire, elle invoque des thèmes qui lui sont chers, la découverte fondatrice de la lecture, le pouvoir de l'imaginaire et l'éveil des sentiments. Un roman d'une grande tendresse, porté par un personnage farouchement décalé et solaire, candide, attachant et qui nous enchante. Nous remontons à présent vers le Grand Nord, en Alaska et au cœur de l'hiver, et c'est Julien qui nous parle d'un superbe récit publié aux éditions Gallmeister. En cet été, si vous êtes pris dans la canicule ou vous avez envie un peu de fraîcheur, je vous invite à lire le très beau livre de Velma Wallis, Seule dans le Grand Nord, un roman qui se passe dans la vallée du Yukon en Alaska. Ce livre permet de raconter l'histoire d'une tribu où l'hiver gagne, la nourriture se fait rare, ils vivent en autarcie et ils vont abandonner les deux femmes les plus anciennes de la tribu, parce que pour eux, pense-t-il, c'est plus un poids, parce qu'ils vont devoir aller chercher un autre endroit où vivre. Donc la transition dans le froid, ils vont se dire que ces deux femmes vont plus leur poser problème qu'autre chose. Sauf que ces femmes, c'est leur grand-mère, c'est leur mère, c'est leur tante, enfin, elles ont vécu avec eux, donc à la fois c'est cruel, ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix pour sauver le reste de la tribu. Et donc ces deux femmes, c'est leur histoire. Puisqu'en fait, leur résilience va faire qu'elles se sont rappelées un endroit où il y avait du poisson, un endroit où elles pouvaient peut-être penser à survivre, et elles vont traverser ce grand froid. Effectivement, moins vite que la tribu, mais elles vont y arriver. Et ça raconte comment elles vont découvrir cet endroit, comment elles vont vivre toutes les deux, à la fois avec cette rage d'avoir été abandonnées, et en même temps cette envie de continuer à vivre. Et la tribu,
qui les a abandonnés, n'a pas trouvé d'endroit et apprend que ces femmes existent toujours et va aller à leur rencontre. Et là, la difficulté, c'est est-ce que ces femmes vont accepter de les recevoir à nouveau, de leur donner les vivres, parce qu'elles ont plein de vivres, elles ont fait sécher du poisson. Donc voilà, le roman raconte cette histoire, une histoire vraie, racontée par Velma Wallis, dont la mère lui a raconté ça selon la tradition orale aborigène. Et donc, elle transmet ça avec une écriture qui est très parlante, on sent que c'est écrit avec ses tripes. Parce qu'elle-même, l'autrice, vit dans la nature. Elle a appris à écrire et à lire toute seule. Donc voilà, il y a cette oralité et cette importance de l'écriture qui m'a vraiment beaucoup plu. Et le petit plus dans le roman, c'est que c'est illustré par Chabouté. Et tous les dessins vous immergent au cœur de ce roman du Grand Nord. Que diriez-vous d'une escale au Japon? Pays fascinant, s'il en est. Pour cela, je vous propose de découvrir l'œuvre d'Aki Shimazaki, écrivaine née au Japon qui vit à Montréal depuis 1991. Son territoire d'écriture est le Japon et à travers ses romans, elle nous raconte ses paysages, mais aussi la société japonaise, ses traditions et ses évolutions. L'une de ses particularités, c'est qu'elle écrit en français, qui est sa langue d'adoption, et elle s'appuie donc sur un style d'écriture très simple, à la fois délicat et épuré, parfois poétique, pour nous embarquer dans des histoires profondes et puissantes émotionnellement. Et son œuvre se décline en pentalogie, des cycles de 5 romans qui s'érigent autour d'une même histoire, mais en suivant à chaque fois un personnage différent. Ils sont tous assez courts, environ 150 pages, peuvent se lire indépendamment les uns des autres, mais en lire un donne immédiatement l'envie de se plonger dans les autres, tant on est happé, et l'histoire s'enrichit ainsi petit à petit, tel un kaléidoscope. C'est avec sa première pentalogie intitulée Le poids des secrets et parue aux éditions Actes Sud au début des années 2000 que j'ai découvert cette autrice il y a quelques étés. On y suit l'histoire d'une famille sur plusieurs générations qui doivent toutes composer à leur manière avec des secrets. Cette histoire familiale résonne aussi avec celle du Japon. L'action se déroule des années 20 aux années 60 et plusieurs pages sombres de l'histoire du Japon sont évoquées, parmi lesquelles la colonisation de la Corée, le tremblement de terre qui a frappé Tokyo en 1923 ou encore la bombe atomique tombée sur Nagasaki en 1945. Le récit à plusieurs voix que nous livre Aki Shimazaki est sobre, poétique et empli de pudeur, tout en mettant des mots sur une histoire lourde, en cernant aussi certains tabous de la société japonaise, très codifiés, où l'honneur de la famille prime sur le bonheur de l'individu. Une lecture à la fois fluide, riche et marquante, que je ne peux que vous recommander, et qui est disponible au format poche aux éditions Babel, en coffret ou livre par livre. Et ces dernières semaines, je me suis plongée dans sa 4e pentalogie qui a pour titre Une clochette sans battant et dont le dernier tome est paru en grand format en 2024. Ici, l'action se déroule de nos jours et nous découvrons l'histoire d'une famille japonaise vivant au pied du mont Daisen, traversée elle aussi par quelques secrets et confrontée au temps qui passe et à la maladie. De sa langue sobre et épurée, Aki Shimazaki nous transporte au plus près des sentiments et psychés de plusieurs membres de cette famille et explore de nombreuses thématiques, parmi lesquelles les relations amoureuses, la vie de couple, la gestion de la vieillesse et de la fin de vie, le poids de la famille et des traditions. Au cœur de cette pentalogie, il y a aussi la maladie d'Alzheimer, appréhendée avec beaucoup de douceur, d'acceptation et la conscience de l'importance de la création d'une nouvelle relation avec la personne touchée. À travers ces 5 romans sont aussi évoqués la nature et l'art, parmi lesquels l'ikebana, l'art de la poterie, ou encore le kintsugi, une méthode japonaise de réparation des céramiques ou porcelaines qui consiste à sublimer les fêlures avec de l'or et qui a aussi toute une portée philosophique. C'est donc une véritable plongée dans la société, les paysages, les traditions et la culture japonaise, mais aussi une histoire familiale racontée tout en délicatesse et en concision. Un moment de lecture hors du temps. Et pour terminer, Pauline nous propose un tour du monde des îles, à travers un documentaire magnifiquement illustré qui s'adresse aux jeunes lecteurs dès 9 ans,
mais pourrait bien aussi rejoindre des bibliothèques de lecteurs adultes. Pour cet été, j'aurai plaisir à conseiller un très bel album, Belles îles du monde, écrit par Louise Pluyot et illustré par Paola Hirou. Louise Pluyot est une journaliste qui a déjà écrit des albums pour enfants, notamment avec également Paola Hirou avec l'album Sa Majesté des abeilles qui dressait le portrait d'un jeune apiculteur. Et Paola Hirou, elle, on l'a aussi connue comme autrice avec le livre Surfeuse où elle dressait le portrait de 9 surfeuses qui ont marqué l'histoire de cette discipline. Donc je vous invite également à découvrir ces albums. Ici, Belles îles du monde, édité aux éditions Sarbacane, est un documentaire très ludique pour voyager dans le monde à travers le prisme des îles. Donc le point de départ et l'héroïne de cette histoire, c'est Belle-Île-en-Mer, la perle de l'Atlantique, qui va commencer ce voyage. Elle raconte son histoire, son mode de vie, donc toute l'histoire autour de Belle-Île, quand tout à coup, elle reçoit une carte postale qui va l'emmener où ? Au Groenland. Et là, on comprend qu'on va être embarqué sur une autre île. Et Belle-Île-en-Mer, du coup, qui est vraiment l'héroïne un peu de cette histoire, va nous faire voguer d'île en île, mais pas que. Il y a aussi des thématiques. Elle va nous parler donc de ces gens, de ces peuples qui habitent sur ces îles, en parlant de petites anecdotes sur, par exemple, l'île de la Réunion, où elle va parler du vivre ensemble, en nommant toutes les cultures, différentes cultures qu'il existe. Elle va aussi parler de l'histoire avec un grand H, du temps des explorations et de la découverte de ces îles, et tant d'autres anecdotes, je ne veux pas trop en dire. Et la particularité donc de cet album, c'est qu'il y a quand même une prise de position avec une volonté d'alerter les jeunes lecteurs sur les enjeux écologiques. Et donc, au fil des pages, il y a des petits rappels pour aider le lecteur à s'engager à son niveau, pour préserver ces petits mondes imaginaires, et pas que, et singuliers, qui existent dans le monde entier. Et notamment avec un petit focus à la fin de l'album, où il y a une liste des associations qui luttent pour la préservation des océans. Elle propose également des idées de lecture, de podcasts, de films d'animation, de jeux vidéo. Bref, de quoi vraiment continuer ce voyage dans le monde autour des îles. Donc c'est un album qui se destine à un jeune public à partir de 9-10 ans. Mais moi, personnellement, je trouve qu'on peut vraiment l'offrir également à des adultes. Paola Hirou a l'art et la manière d'illustrer superbement ces îles. Et moi, j'aime le lire et le relire. C'est la fin de ce tour du monde littéraire estival. Un immense merci à Anaïk, Rosen, Laure, Julien et Pauline pour leurs conseils. Nous espérons que ces suggestions de lecture vous accompagneront dans les prochaines semaines et marqueront votre été. Vous pouvez retrouver les références de l'ensemble des titres évoqués en description de cet épisode et les commander aisément sur notre site internet librairiedialogue.fr ou venir nous rendre visite rue de Siam à Brest. Et si vous avez aimé cet épisode, surtout, parlez-en autour de vous. Et n'hésitez pas à en partager le lien avec votre entourage. Car c'est avant tout grâce à vous, auditeurs et auditrices, que ce podcast peut vivre. Quant à moi, je vous retrouve le mercredi 27 août pour découvrir nos premiers coups de cœur de la rentrée littéraire. Et je vous souhaite d'ici là un été lumineux et rempli de belles lectures. À très vite!